Nous sommes à quelques jours du sommet de Copenhague. Comment la France a-t-elle préparé cet événement ? C'est une négociation majeure parce qu'elle engage l'avenir pour une très longue période et donc par conséquent ça a été un travail de longue haleine. Il a commencé en particulier avec l'adoption sous présidence française de l'Union européenne du paquet énergie-climat, qui était la grande contribution de l'Europe justement à Copenhague. Et puis toute l'année nous avons travaillé ensemble dans le cadre d'une équipe France qui rassemblait les représentants de Jean-Louis Borloo, les représentants, les collaborateurs de Bernard Kouchner, les collaborateurs des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et en fait de tous les autres ministères concernés. Et nous avons véritablement travaillé ensemble, à la fois à Paris et dans tous les lieux de négociation, que ce soit à Bangkok, Bonn, Barcelone, qui ont fait avancer, préparer ce rendez-vous de Copenhague. Et là-dessus aussi, c'était pas uniquement de la négociation, c'était aussi de la préparation d'initiatives, parce que la France est vraiment sur ce sujet, est en avant-garde, est un pays en initiative, que ce soit avec des partenaires comme le Brésil. Nous avons une position franco-brésilienne qui est véritablement la première position entre un pays développé et un pays en développement, donc pour Copenhague, et qui sera très importante, qui pèsera beaucoup dans la négociation qui va s'engager le 7 décembre au Danemark. Nous avons aussi notre proposition pour la mise en œuvre, une mise en œuvre effective de l'accord de Copenhague avec la création d'une organisation mondiale de l'environnement. Il y a également toutes nos propositions en matière de développement et de forêt, celle qu'a faite le président de la République donc à Manaus et puis à Trinidad et Tobago. Justement, quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères européennes dans les négociations ? Il y a au fond trois rôles. Le premier, comme d'autres parties de l'administration française, c'est de réfléchir, de construire nos positions, de vraiment fournir une contribution de substance intellectuelle à la manière dont à la fois la position française et bien sûr au-delà, puisque nous travaillons en européen, les positions européennes peuvent évoluer et répondre aux évolutions de cette négociation. Le deuxième terrain, c'est celui des relations politiques. Tester justement nos positions, comprendre les positions de nos partenaires, de tous ceux qui sont autour de cette négociation. Essayer aussi de voir comment on pourrait trouver des solutions de compromis avec eux, puisque tout de même à Copenhague, on voit les intérêts des pays développés et les intérêts des pays en développement qui sont encore largement divergents. Donc relations politiques, mobilisation des ambassades, à la fois pour comprendre les enjeux du débat climat dans les pays où nos ambassades peuvent nous fournir cette analyse, tester aussi encore une fois nos positions. Ça c'est le domaine des relations politiques, je dirais. Ensuite il y en a un troisième qui est plus substantiel, plus de fond, c'est que l'enjeu de Copenhague c'est vraiment le changement du modèle de développement, à la fois dans les pays industrialisés mais aussi dans ceux qui sont en train de se développer, pour qui le développement est un futur, est une trajectoire dans l'avenir. Et là, il y a toute une réflexion du ministère sur comment contribuer à cette réflexion, comment contribuer à ce changement, à travers tout simplement le développement de la coopération internationale, et cette réflexion intéressante et très fondamentale que Bernard Kouchner a lancée maintenant il y a plusieurs années sur les financements innovants, c'est-à-dire la capacité pour la communauté internationale de dégager de nouvelles ressources pour faire face à ces enjeux globaux. On le voit, l'aide publique au développement ne peut pas répondre ni en dimension, ni au fond en nature à ces questions de problèmes collectifs que sont le changement climatique, mais il y a aussi d'autres exemples comme celui de la santé publique ou d'autres dimensions. Et là, ces financements innovants, c'est-à-dire une nouvelle ressource, une nouvelle base pour ces ressources, et je crois la juste réponse par rapport à cet enjeu. Et c'est quelque chose que la France porte et amène dans la négociation de Copenhague. Et je crois qu'à la fois Copenhague et pour l'avenir de cette défense, de ces grands enjeux globaux, on aura besoin de cette nouvelle forme de financement pour lequel le ministère a pris de l'avance, puisque c'est à partir de la France, d'une façon générale et plus particulièrement du ministère des Affaires étrangères, qu'une réflexion, par exemple, sur une taxe sur les transactions financières a été lancée. Quelles sont les chances d'aboutir à un accord ambitieux ? Tout d'abord, nous avons, je crois, une obligation de résultat. Parce que ce n'est pas une négociation comme une autre, c'est une négociation dont on connaît
le résultat à atteindre pour éviter des dommages irréparables. Et ce niveau d'ambition, il a été fixé au sommet de l'Aquila par les chefs d'État et de gouvernement des principales économies du monde. C'est qu'il faut éviter un réchauffement de 2 degrés de l'atmosphère par rapport au niveau pré-industriel. Et en fait, toutes les actions qui devront être, et décisions qui devront être prises ou décidées à Copenhague devront viser à atteindre ce résultat. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'être ambitieux, et c'est bien ce que dit le président de la République. Je crois qu'on va vers un accord. Il sera peut-être pas, il sera pas définitif, puisqu'on aura encore beaucoup de travail entre décembre 2009 et la rédaction d'un traité à proprement parler, qui devrait se dérouler, cette négociation, durant l'année 2010. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit bien, au vu des annonces qui sont déjà mises sur la table par les grands pays développés, par les pays émergents, qu'au fond, il n'y a pas beaucoup de pays qui suivent la dynamique que l'Europe a lancée, en tout cas au niveau des ambitions de réduction, à moyen terme en tout cas, même si sur le long terme, il y a vraiment une convergence de vues entre les différents pays développés. Ça veut dire qu'on va avoir une copie à Copenhague qui va lancer un mouvement, mais ce mouvement, il faudra l'approfondir, l'accélérer, l'amplifier. Et que les étapes d'après Copenhague, les points de rendez-vous vont être aussi importants que le résultat lui-même de Copenhague. Je crois qu'on va avoir un accord ambitieux parce que tous les pays se sont engagés, vont s'engager dans des politiques climat. Ces politiques, au fond, et c'est bien naturel, comportent un grand nombre d'incertitudes. Les pays se demandent s'ils vont pouvoir le faire, si vraiment on peut conjuguer croissance économique et lutte contre le changement climatique. Et c'est ce point de réassurance qu'il faudra engager avec un rendez-vous. La France, avec l'Europe, plaide pour une clause de rendez-vous sur les engagements dès 2014, pour au fond se dire on va prendre des engagements planchers en 2009, il faudra certainement y revenir et être plus ambitieux plus tard. Donc c'est à la fois une ambition globale, mais aussi une ambition sur les méthodes et sur le processus, ce sur quoi il faut se mettre d'accord à Copenhague en décembre.